La théorie des jeux telle que nous la connaissons aujourd'hui est née en partie de l'intérêt d'un homme pour le poker. Cet homme n'était pas qu'un homme ordinaire dans la rue, c'était un mathématicien, physicien et informaticien nommé John von Neumann. Son objectif était plus ambitieux que de devenir un meilleur joueur de poker. Selon un article de Forbes, il ne s'intéressait au poker que parce qu'il y voyait un chemin vers le développement d'une mathématique de la vie elle-même. Il voulait une théorie générale, qu'il appelait la théorie des jeux, qui pourrait être appliquée à la diplomatie, la guerre, l'amour, l'évolution ou la stratégie commerciale. Il s'est rapproché de cet objectif lorsqu'il a collaboré avec l'économiste Oscar Morgenstern sur un livre, intitulé « La théorie des jeux et du comportement économique » en 1944. La Bibliothèque d'économie et de liberté, EconLib, affirme que dans leur livre, von Neumann et Morgenstern ont affirmé que toute situation économique pouvait être définie comme le résultat d'un jeu entre deux joueurs ou plus. Qu'est-ce qu'un jeu, selon la théorie des jeux ? Le professeur d'économie de Yale, Ben Pollack, note qu'un jeu a trois composantes de base, les joueurs, les stratégies et les gains. Comme nous venons de le mentionner, la théorie des jeux s'applique aux jeux impliquant deux joueurs ou plus. Dans un jeu, les joueurs partagent une connaissance commune des règles, des stratégies disponibles et des gains possibles du jeu. Cependant, il n'est pas toujours le cas que les joueurs aient une connaissance parfaite de ces éléments, de un jeu. Les stratégies sont les actions que les joueurs entreprennent dans un jeu. La stratégie est au cœur de la théorie des jeux. Forbes décrit la théorie présentée dans « Une théorie des jeux et du comportement économique » comme la modélisation mathématique d'une interaction stratégique entre adversaires rationnels, où les actions de chaque camp dépendraient de ce que l'autre camp ferait. Le concept d'interdépendance stratégique, les actions d'un joueur influençant les actions d'autres joueurs, est un aspect important de la version de la théorie des jeux de von Neumann qui reste pertinent aujourd'hui. Et puis il y a les gains, qu'une source décrit comme le résultat de la stratégie appliquée par le joueur. Les gains peuvent être une grande variété de choses selon le jeu. Il pourrait s'agir de profit, d'un traité de paix ou d'obtenir une excellente affaire sur une voiture. Une limitation de la version de la théorie des jeux de von Neumann est qu'elle se concentrait sur la recherche de stratégies optimales pour un type de jeu appelé jeu à somme nulle. Dans un jeu à somme nulle, la perte d'un joueur est le gain de l'autre joueur, selon Forbes. Une autre source note que les joueurs ne peuvent ni augmenter ni diminuer les ressources disponibles dans les jeux à somme nulle. Les critiques ont noté que la vie n'est souvent pas aussi simple qu'un jeu à somme nulle. Des scénarios de jeux plus compliqués sont possibles dans le monde réel. Par exemple, les joueurs peuvent faire des choses comme trouver plus de ressources ou former des coalitions qui augmentent les gains de plusieurs joueurs. La théorie des jeux a évolué pour analyser une gamme plus large de jeux, tels que les jeux combinatoires et les jeux différentiels. Mais nous devons n'en examiner qu'un seul. Un exemple classique d'un jeu souvent étudié dans la théorie des jeux s'appelle le dilemme du prisonnier. Différentes versions de ce jeu sont disponibles sur Internet. Cette version provient du site web Fundamental Finance. Il y a deux prisonniers, Jack et Tom, qui viennent d'être capturés pour avoir volé une banque. La police n'a pas assez de preuves pour les condamner, mais sait qu'ils ont commis le crime. Ils mettent Jack et Tom dans des salles d'interrogatoire séparées et exposent les conséquences. Si Jack et Tom avouent tous les deux, ils obtiendront chacun 10 ans de prison. Si l'un avoue et l'autre non, celui qui a avoué sera libéré, et l'autre passera 20 ans en prison. Si aucune personne n'avoue, ils obtiendront tous les deux 5 ans pour un crime différent pour lequel ils étaient recherchés. Le dilemme du prisonnier contient les éléments de base d'un jeu. Les deux joueurs sont Jack et Tom. Il y a deux stratégies disponibles pour eux, avouer ou ne pas avouer. Les gains du jeu vont de la liberté à purger 5, 10 ou 20 ans de prison. Comme l'explique Fundamental Finance, il est plus facile de voir et de comparer ces résultats ou gains s'ils sont placés dans une matrice. Puisque les stratégies de Tom sont listées en ligne, ou l'axe des X, ses gains sont listés en premier. Les gains de Jack sont listés en second, parce que ses stratégies sont en colonne, ou sur l'axe des Y. C signifie avouer, et NC signifie ne pas avouer. Cette matrice est appelée forme normale dans la théorie des jeux. Les mouvements sont simultanés, ce qui signifie qu'aucun joueur ne connaît les décisions de l'autre, et les décisions sont prises en même temps. Dans cet exemple, les deux prisonniers sont dans des pièces séparées et ne seront pas relâchés tant qu'ils n'auront pas tous les deux pris leur décision. Une solution courante aux jeux simultanés est connue sous le nom de stratégie dominante. Fundamental Finance la définit comme la stratégie qui a le meilleur gain, quel que soit ce que l'autre joueur choisit. Tom ne sait pas si Jack va avouer ou non. Il examine les deux options. Si Jack avoue et que Tom ne le fait pas, Tom aura 20 ans de prison. Si Jack et Tom avouent tous les deux, Tom n'aura que 10 ans. Si Jack n'avoue pas et que Tom le fait, Tom sera libéré. La meilleure stratégie pour Tom est d'avouer, car elle conduit au meilleur gain, indépendamment des actions de Jack. Avouer fera en sorte que Tom soit libéré, soit purge moins de temps de prison que s'il n'avait pas avoué. Jack est dans la même situation et a la même option que Tom.
En conséquence, la meilleure stratégie pour Jack est également d'avouer, car elle conduit au même meilleur gain que Tom obtiendra. Un site web d'économie indique qu'un équilibre de stratégie dominante est atteint lorsque chaque joueur choisit sa propre stratégie dominante. Pourquoi la stratégie de ne pas avouer tous les deux n'est-elle pas le meilleur choix? Bien que cette option leur donnerait à tous les deux moins de temps en prison que s'ils avouaient, cela ne fonctionnerait que si chacun d'eux pouvait être sûr que l'autre n'avouerait pas. On ne sait pas si Tom et Jack seraient capables de travailler ensemble avec ce niveau de coopération. De plus, ils sont tous les deux peu susceptibles de choisir la stratégie de ne pas avouer parce qu'elle comporte une pénalité plus grande qu'ils n'auraient s'ils avouaient. Avouer donne également à chacun d'eux la possibilité de ne purger aucune peine de prison, ce qui est encore moins que 5 ans de prison. Le dilemme du prisonnier est un bon exemple de la façon dont la rationalité peut être problématique dans la théorie des jeux. Le chercheur de l'Université de Colombie-Britannique à Vancouver, Yamin Atoun, l'appelle l'une des questions les plus discutables de la théorie des jeux. Atoun souligne que presque toutes les théories sont basées sur l'hypothèse que les agents sont des joueurs rationnels qui s'efforcent de maximiser leurs utilités ou gains. Pourtant, des études démontrent que les joueurs n'agissent pas toujours de manière rationnelle et que les conclusions de l'analyse rationnelle ne parviennent parfois pas à se conformer à la réalité. Comme nous pouvons le voir dans ce jeu, la stratégie la plus rationnelle qui donnerait aux deux joueurs moins de temps de prison n'était pas le meilleur choix, tandis qu'un choix qui implique que les deux joueurs purgent plus de temps de prison l'était. Le dilemme du prisonnier reflète également comment d'autres théoriciens des jeux ont pu corriger certains des problèmes de la version de la théorie des jeux de von Neumann. L'un d'eux était le mathématicien John Nash. Il a trouvé un moyen de déterminer les stratégies optimales pour tout jeu fini. Un article du New Yorker décrit l'équilibre de Nash comme une solution particulière au jeu, marquée par le fait que chaque joueur fait de son mieux, compte tenu des stratégies employées par tous les autres joueurs. Lorsque l'équilibre de Nash est atteint dans un jeu, aucun des joueurs ne veut changer pour une autre stratégie, car cela conduirait à un résultat pire que la stratégie actuelle. Dans le dilemme du prisonnier, l'équilibre de Nash est la stratégie où les deux joueurs avouent. Il n'y a pas d'autre meilleure option vers laquelle l'un ou l'autre joueur pourrait basculer. De ce jeu, nous pouvons voir un autre aspect intéressant de l'équilibre de Nash. Le mathématicien Istok Ozo souligne que tout équilibre de stratégie dominante est également un équilibre de Nash. Il explique que c'est parce que l'équilibre de Nash est une extension des concepts d'équilibre de stratégie dominante. Cependant, il note que l'équilibre de Nash peut être utilisé pour résoudre des jeux qui n'ont pas de stratégie dominante. Nash a reçu de grands éloges pour l'équilibre de Nash et pour ses autres travaux dans la théorie des jeux, mais pas de la part de John von Neumann. Selon Forbes, von Neumann, consumé par l'envie, a rejeté le résultat du jeune Nash comme trivial, c'est-à-dire mathématiquement simple. D'autres ne partageaient pas l'évaluation de von Neumann sur le travail de Nash. Nash, Reinhard Selten et John Harsanyi ont partagé le prix Nobel Mémorial de 1994 en sciences économiques pour leurs travaux dans la théorie des jeux. Lorsque Nash est décédé en 2015, un site web d'actualités académiques a résumé ses réalisations de cette façon. La contribution la plus fondamentale de Nash à la théorie des jeux a été d'ouvrir le domaine à une gamme plus large d'applications et de différents scénarios à étudier. Sans sa percée, une grande partie de ce qui a suivi dans la théorie des jeux n'aurait peut-être pas été possible. Quelle est votre expérience avec la théorie des jeux? Faites-nous le savoir dans les commentaires.